Une nappe de pétrole pollue une rivière de l'Essonne et menace la Seine. Des dégâts sérieux, mais la catastrophe a été évitée. Retrait israélien du Liban en juin prochain. Jérusalem ne donne pas de précision sur la zone de sécurité. Sous le déluge portugais, le Brésilien Ayrton Senna remporte sa première victoire en Formule 1. Notre invité, Cécile Philippe, pour son livre « Petites histoires horizontales ». Mesdames, Messieurs, bonsoir. On a craint le pire ce matin après la pollution de l'Orge, une petite rivière de l'Essonne. La nappe de fioul se dirigeait vers la Seine et menaçait toute une région. Ce soir, les menaces sont écartées. Reste qu'il faudra beaucoup de temps pour éliminer complètement cette pollution. Hélène Rissacher. Plusieurs dizaines de tonnes de pétrole brut se sont déversées cette nuit dans l'Orge et ses affluents. Après 12 heures d'efforts et avec 16 barrages, les sapeurs-pompiers ont réussi à stopper la progression de cette nappe noirâtre et visqueuse. La Seine ne devrait donc pas être polluée, mais une vingtaine de communes de l'Essonne sont touchées. Sur 23 km de long, l'eau et les berges sont souillées. Première victime, les poissons. C'est quelque chose d'extrêmement grave et je dirais de plus que catastrophique. Pour deux raisons. La couche de fioul a été très épaisse, le poisson se sent mal à l'aise, remonte en surface, absorbe du fioul, et qu'il y a quelques milligrammes de fioul dans les branchies, il crève instantanément. C'est la fin de l'époque de la fraie des poissons. Or les poissons déposent leurs œufs sur les herbes, sur les racines des berges, et ces racines et ces herbes sont complètement marquées et polluées de mazout. Deuxième victime, les poules d'eau et les canards, nombreux dans la région. Depuis ce matin, le service de sauvetage des oiseaux court après les animaux mazoutés, tels ce canard de Barbarie, pour tenter de les laver avant qu'ils n'étouffent. Les riverains de l'Orge sont consternés. La dernière catastrophe de cette ampleur remonte à 1945 et ce soir, les autorités s'interrogent sur les causes de cet accident. J'ai demandé, au nom de tous mes collègues maires de la vallée, une enquête à Elf France pour déterminer à la fois l'origine de la pollution, parce qu'il nous semble que c'est totalement anormal qu'un pipeline ne soit pas mieux surveillé, et d'autre part déterminer les raisons d'un petit retard d'intervention entre Elf France et sa société spécialisée en cas d'accident. Les responsables d'Elf se sont engagés à prendre en charge toutes les pertes financières provoquées par cette mini-marée noire. Maintenant, tout risque spectaculaire est écarté, mais la nappe phréatique pourrait encore être polluée. Par ailleurs, on a appris tout à l'heure qu'environ 1 hectare de forêt est imbibé de pétrole brut. Le pipeline défectueux passait à travers ces bois. Le nettoyage de la région doit durer encore plusieurs semaines. La proposition faite hier par François Mitterrand d'accorder le droit de vote aux immigrés suscite beaucoup de réactions aujourd'hui au sein de l'opposition. Stupeur et rejet pour Jean Le Canuet, le président de l'UDF. Pour Philippe Seguin, député RPR, c'est une initiative intempestive et irréaliste. Enfin, pour M. Jean-Marie Le Pen, cela affecterait gravement l'indépendance nationale. Pierre Jox était ce soir l'invité du club de la presse d'Europe numéro 1 et il en a profité pour évoquer la situation en Nouvelle-Calédonie. Dans l'attente de l'intervention du président de la République le 28 avril prochain, le ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur la nécessité de préserver la cohabitation entre les différentes ethnies. En Nouvelle-Calédonie, on retrouve le problème de mélange de cultures, de races, d'ethnies différentes. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de majorité, ni des, on dit les Caldoches, français d'origine parfois récente, ni les Kanaks n'ont même à eux seuls la majorité, puisqu'il y a encore d'autres, des Océaniens, qui viennent des îles Fidji, Wallis et Futuna, et d'ailleurs, il y a même des Asiatiques. Donc peut-être que la solution de justice va triompher, qui consiste à trouver le moyen de la cohabitation, sans qu'il y ait massacre, sans qu'il y ait guerre civile, sans qu'il y ait attentat à répétition. Peut-être, aujourd'hui, on peut l'espérer plus qu'on ne pouvait l'espérer en novembre. Je crois que l'expérience a montré qu'il n'y avait pas lieu de faire preuve de précipitation dans cette affaire. Quant à Charles Fitterman, il était cet après-midi l'invité du grand jury RTL Le Monde. L'ancien ministre des Transports s'est livré à une critique très sévère de la gestion du Parti socialiste. Il faut constater que cette situation où le Parti socialiste a pu s'installer en position dominante et où il y a eu cette victoire, il faut constater qu'elle n'a pas abouti au succès, que le Parti socialiste s'est montré incapable de résoudre les problèmes de fond du pays, qu'il a cédé devant les pressions de toutes sortes des puissances d'argent à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il s'est
montré incapable de conduire avec succès une entreprise de transformation sociale et que, en définitive, il s'est fait l'instrument du retour en force. C'est pas ce que dit Laurent Fabius, des forces de droite. Alors, je répète, ça ne fait pas plaisir, ça fait mal à certains et finalement à tout le monde, y compris à nous, de constater cette réalité. Encore un attentat la nuit dernière à Bruxelles. Heureusement, il n'a pas fait de victimes. Cette fois-ci, ce sont des locaux de la société allemande AEG Telefunken qui étaient visés. Cette fois-ci encore, comme la nuit précédente, l'attentat a été signé par le Front révolutionnaire d'action prolétarienne. Émilie Rafoul. Le deuxième attentat de ce week-end à Bruxelles, cette fois-ci contre une firme d'électronique, s'est apparemment déroulé selon le même scénario que l'attentat d'hier contre l'Assemblée de l'Atlantique Nord chargée des questions de défense de l'OTAN. Charge explosive de même puissance déposée sur le rebord d'une fenêtre, des dégâts matériels mais pas de victimes, et une même signature bombée sur les lieux, FRAPP. FRAPP pour Front d'action révolutionnaire prolétarienne. Une organisation jusqu'ici inconnue, mais dont les objectifs ressemblent étrangement à ceux des fameuses cellules communistes combattantes, les CCC. Depuis le mois d'octobre dernier, les CCC ont signé 15 attentats en Belgique contre des firmes travaillant pour l'OTAN ou des installations militaires. Mais voilà, qui se cache derrière ces FRAPP et autres CCC? Les enquêteurs antiterroristes belges soupçonnent les CCC d'être liés à Action Directe et à la RAF, deux organisations qui annonçaient récemment le début d'une guérilla ouest-européenne contre l'OTAN. La dernière phase du retrait des Israéliens du Liban aura lieu au début du mois de juin. C'est le gouvernement de Shimon Peres qui a pris la décision aujourd'hui même à Jérusalem. Reste que les Israéliens se sont réservé le droit de créer une zone de sécurité pour protéger leur territoire. Gilles Dujonchet. Après une très longue discussion qui a duré 8 heures, le feu vert a donc été donné par le gouvernement de Jérusalem pour que l'armée israélienne entame la troisième et dernière phase de son retrait du Sud-Liban. Celui-ci sera achevé au début du mois de juin. Mais cela ne veut pas dire que militairement ce sera fini pour Tsahal. Jérusalem s'est en effet donné les coups des franches pour assurer la sécurité de la Galilée en se réservant le droit d'agir à sa guise en cas de besoin à l'intérieur d'une zone tampon de 10 à 15 km de large au-delà de sa frontière. Cette zone sera patrouillée en permanence par des soldats israéliens pour empêcher toute infiltration, tandis que des milices locales pourraient être chargées du maintien de l'ordre. Par ailleurs, au-delà de cette zone tampon, Israël ne renoncera pas à ses opérations coup de poing partout où elle le juge nécessaire sur tout le territoire libanais, en représailles à d'éventuels bombardements sur le nord de la Galilée. Bref, c'est le retour à la case départ, droit de suite compris. Dès le retrait israélien, la bataille pour le contrôle de cette zone va commencer. C'est pourquoi Jérusalem reste prudente pour dire qui y assurera la sécurité. Or, on peut s'attendre à des bouleversements dans les rapports de force. Exemple, celui du quotidien américain Herald Tribune, qui n'hésite pas à dire qu'Israël donnerait sa préférence à la milice chiite Hamal, une milice proche des Syriens. Joël Hazard et Robert Roussel viennent de rentrer du Liban, où ils ont enquêté sur cette communauté chiite. Voici leur reportage. Sur les ruines du Liban, les chiites libanais ont érigé leur révolution, avec ses symboles. Sans doute l'exemple iranien a-t-il fait école. Une partie des chiites libanais voit dans la révolution islamique la seule voie pour échapper au conflit Est-Ouest. Mais pour le parti de Dieu, le Hezbollah, le retour aux sources de l'islam n'est pas plus extravagant que de s'adonner aux idéologies du siècle. Et il réfute l'appellation fou de Dieu. Nous nous posons la même question. Est-ce que les marxistes, dans leur appel au marxisme, ne peuvent être considérés comme des intégristes? Est-ce que quand l'Occident exige la démocratie et rien d'autre, il n'est pas intégriste? Si l'engagement à une conviction veut dire fidélité à ses croyances, oui, nous sommes des intégristes. Nous appelons à l'islam, mais l'islam dit on n'impose pas la religion. Le mois dernier, l'explosion à la voiture piégée dans la banlieue sud de Beyrouth, 66 morts, 200 blessés, a plongé les Hezbollahites dans la terreur. L'attentat a radicalisé, dans le sens du mouvement islamique, cette communauté la plus déshéritée du Liban.
De Chia à Borj el-Brajneh, les chiites de Beyrouth se sont retranchés dans leurs croyances. Mais d'où qu'ils viennent, le terrible coup a porté. L'avènement d'une république islamique au Liban n'est plus à l'ordre du jour. Et le projet a été mis en veilleuse. Dans les circonstances actuelles et face à la diversité confessionnelle, une république islamique au Liban est impossible. La percée culturelle du Hezbollah a pris de court le mouvement chiite Amal de Nabi Berri. Si Amal a les moyens politiques et militaires, le Hezbollah insuffle l'esprit du combat. Pour les deux parties, l'heure est à la libération du Sud. Un si joli village. Zrariye, face à la ligne de repli israélienne, a payé le prix de sa lutte contre l'occupant. Le mois dernier, le village sanctuaire de la résistance a été ratissé par l'armée israélienne. Chaque famille a perdu, au pire, l'un des siens, au mieux, sa maison. Village martyr, Zrariye renaît peu à peu de ses cendres et la population continue de soutenir la résistance, comme chaque village chiite du sud Liban. Les chiites dans cette région-là, le monde arabe, ils ont subi beaucoup de conséquences sur les mains de toutes les autres forces. Alors on a l'esprit de martyr depuis longtemps. Cet esprit de martyr nous pousse à refuser n'importe quelle domination intellectuelle, militaire, économique. L'Occident ne comprend pas pourquoi un combat au nom de Allah, au nom du chiisme, au nom de Khomeini, c'est pas ça. Pour nous, c'est la plus haute source de la moralité, c'est Dieu. La guerre contre Israël vise un seul objectif, récupérer tout le Sud. Car si les chiites ont le sens du martyr, ils ont surtout celui de la terre. Et l'esprit du djihad, l'appel à la guerre sainte, est plus un moteur du combat actuel qu'une véritable conviction. Les chiites libanais sont avant tout nationalistes, même s'ils se présentent aujourd'hui comme un modèle. La résistance dans le sud Liban peut jouer le rôle de leader dans le monde arabe, ou le monde musulman, parce qu'on a prouvé, avec rien, on a pu battre les Israéliens. La cause arabe, la résistance à l'État hébreu, a aujourd'hui ses limites. Pour les chiites libanais, la libération des territoires occupés palestiniens n'est pas d'actualité. C'est maintenant l'affaire d'un plan, d'un consensus arabe. Nous n'avons pas les moyens actuellement de nous mettre à libérer la Palestine. C'est pourquoi nous disons que dans les circonstances actuelles, il n'est pas question de continuer la résistance au-delà de la frontière internationale. Islamistes ou nationalistes, liés à la Syrie ou l'Iran, les chiites ont donné la mesure de leur détermination. Impossible de compter désormais sans eux au sud Liban. Syriens et Israéliens le savent, qu'ils les ont pour les uns embrigadés, pour les autres combattus. Et Israël ne verrait pas d'un mauvais œil que les milices d'Amal garantissent la frontière si Damas l'acceptait. Ennemis d'hier, alliés de demain, rien n'est impossible au Liban. En Pologne, Monseigneur Joseph Glemp a déclaré aujourd'hui que l'Église catholique était prête à jouer les médiateurs entre le pouvoir et la société polonaise. Le cardinal primat de Pologne s'est cependant montré très réservé sur la réussite d'une telle médiation. Revenons en France. Selon Édith Cresson, il n'est pas question que le gouvernement renonce d'ici 1986 à sa participation de 100% dans les entreprises nationalisées. Le ministre du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur s'exprimait sur TF1. Depuis aujourd'hui, une entreprise alsacienne, la société Lang, a décidé de faire travailler une partie de son personnel le dimanche. Pour cette entreprise de tissage qui emploie 700 personnes, c'est une véritable révolution. En tout cas, c'est un exemple à méditer au moment où l'on parle beaucoup de flexibilité de l'emploi. Le reportage de FR3 Strasbourg. Derrière ces murs se prépare une petite révolution. La société Emmanuel Lang fabrique des tissus de toutes sortes. Par exemple, le célèbre maillot à losange d'Ivan Lendl est une de leurs créations. La révolution, c'est qu'à partir du 21 avril, 18 salariés sur 700 travailleront toute la journée de dimanche. Le PDG se met donc hors la loi, mais déjà beaucoup d'entreprises de la région attendent de savoir ce que fera l'inspection du travail.
la concurrence vient de plus en plus âpre et nous avons des boulets aux pieds que les autres n'ont pas. Point de vue salaire, les charges. Alors il faut qu'on trouve des solutions pour se défendre. Et ça, ce sont les tissus fabriqués en Corée. Voilà, ça nous l'avons trouvé sur le marché. Même la copie conforme de nos dessins. Différence de $3. $1,80 provenance Corée, $4,50 chez nous. Des prix qui varient du simple au double, la concurrence est donc très dure. Si le travail dominical permet d'en combler une petite partie, ce sera bien, mais il ne fait pas forcément le bonheur de tout le monde. Pour nous, on n'a pas d'avantage, parce qu'on travaille le dimanche, ça, c'est pas logique. Parce que le dimanche, il faut reposer à la maison. Pourquoi est-ce que vous travaillez le dimanche, puisque ça vous apporte des défauts? Le salaire, c'est le problème du salaire. Ouais. Si vous gagnez plus en travaillant le dimanche? Oui, bien sûr, oui. Au-delà de l'argent et des traditions, il y a aussi les lois. Pour simplifier, l'une locale de 1924 interdit le travail les dimanches et jours fériés. L'autre nationale, 1982, autorise les équipes de suppléance. Cette contradiction embarrasse bien les pouvoirs publics. Or, je crois qu'il faut à la fois faire attention aux conditions d'exercice de telle ou telle entreprise et demeurer attentif à l'attachement que les gens portent au contexte du droit local. L'évolution est affaire de progressivité. On le voit, il est difficile d'être plus diplomate. On verra bien dans les semaines qui suivent s'il y a une moralité à cette histoire où chacun a le mérite de dire simplement sa vision des choses. En sport, on travaille également le dimanche. En cyclisme, c'est l'Italien Moreno Argentine qui a remporté la classique belge Liège-Bastogne-Liège. L'Italien est en forme en ce moment. Mercredi dernier, il était arrivé deuxième de la Flèche Wallonne et cette fois-ci, il a pris sa revanche en battant au sprint le champion du monde, le Belge Claude Criquelion et l'Irlandais Stéphane Roche. Les trois hommes conservant quelques secondes sur un groupe dans lequel figurait Laurent Fignon qui terminera 5e. Automobile, c'est le gros lot pour les amateurs du loto sportif. Il fallait être en effet très fort pour choisir les 6 premiers du Grand Prix du Portugal. On attendait les McLaren, ce furent les Lotus qui arrivèrent. Au terme d'une course qui s'est déroulée sous le déluge, on a vu la naissance d'un grand talent, le Brésilien Ayrton Senna. Daniel Leclerc. Douche froide pour McLaren. Après son triomphe l'an passé, l'écurie britannique a subi une véritable déroute à Estoril avec comme grand responsable la pluie. Meilleur temps des essais, le Brésilien Ayrton Senna propulse sa Lotus en tête dès le départ, avec dans son sillage l'autre Lotus de l'Italien De Angelis et la McLaren d'Alain Prost. Pour Keke Rosberg, la course est déjà finie avant d'avoir commencé. Ayrton Senna prend ses distances devant De Angelis, Prost, Alboreto, Warwick et Lauda. Sur cette piste mouillée, dur apprentissage pour les néophytes de la Formule 1. Les sorties de route sont nombreuses. François Hinault sur BMW, puis Philippe Alliot sur RAM sont les premières victimes. Accrochage entre la Ferrari de Johansson et l'Alfa Romeo de Patrese. Derrière Senna, la lutte est chaude pour la 2e place. De Angelis est sous la menace de Prost, mais stupeur dans la ligne droite des stands. Alain Prost est victime d'aquaplaning. C'est le tête-à-queue et l'abandon. Le champion du monde, l'Autrichien Niki Lauda, n'aura guère plus de réussite que son compagnon d'écurie. Retour au stand au ralenti, défaillance du moteur. Gros plan sur Ayrton Senna. Sous le déluge, le jeune Brésilien a démontré ses qualités de funambule. Ayrton Senna et son panache blanc remportent la palme à Estoril devant Alboreto et Tambay. Senna, le nouveau poisson pilote de la Formule 1. Voilà, et 9 voitures sur 28 seulement sont arrivées. Au classement du championnat du monde, c'est l'Italien Michele Alboreto qui est en tête avec 12 points, et cela devant Alain Prost et Ayrton Senna, 9 points. Notre invité ce soir est Cécile Philippe. Cécile Philippe qui vient d'écrire ce livre, dont le titre est déjà évocateur. Je pense que vous allez voir bientôt le livre. Voilà. Un titre évocateur, Petites histoires horizontales. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui sont pleines de tendresse, d'humour, mais aussi d'érotisme, il faut le bien dire. C'est un livre un peu coquin. Alors, Cécile Philippe, est-ce une œuvre autobiographique? Bien sûr, absolument. De la première à la dernière ligne, y compris les histoires où les héros ont 75 ans, c'est juste un peu anticipé.
Moi, Cécile Philippe, je trouve que vous nous trompez un peu sur la marchandise, parce qu'on nous annonce, Richard Tripot vient de le dire, des petites histoires horizontales. Alors on attend l'œil salace derrière un trou de serrure, et puis pas du tout. On reçoit en pleine figure un humour tout à fait caustique, et puis il se dégage de ce livre une formidable impression de bonne santé. Alors j'en arrive à me demander si vous prenez réellement l'érotisme au sérieux. Mais quand on colle son œil à un trou de serrure, on prend des risques, on peut avoir des surprises, et c'est ce qui arrive. Moi, je raconte un peu la vie telle qu'elle est, et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. L'érotisme au sérieux, oui, mais l'érotisme, c'est une affaire de fantasmes personnels. Les miens ne sont pas les vôtres. C'est plutôt un livre sur le désir au féminin. Comment il existe d'abord, comment il naît, comment il se développe, et puis quel gâchis on en fait. Mais on vous le contestait pas quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de discours sur le désir des femmes. C'est surtout les messieurs qu'on a magnifié. Oui, il faut quand même dire que ce livre, s'il est militant, il l'est tout à fait au second degré, parce que le ton, lui, ne l'est pas. Hein. Je trouve, moi, que l'aspect peut-être le plus séduisant de ce livre, c'est justement l'aspect non pontifiant, d'abord, et puis le mélange des genres. Par exemple, les plus folles nuits d'amour se terminent dans un gag absolument extraordinaire, et je me demande si au fond, c'est pas la pirouette d'un auteur très pudique. Est-ce que je me trompe? Moi, je trouve que c'est un livre pudique. Parce que la pudeur, je la mets peut-être pas où il faut, mais en tout cas pas au-dessous de la ceinture. C'est autre chose. Et vous la mettez où, alors, précisément? Dans la tête. Ce qui fait que finalement, vous continuez à faire perdurer la dichotomie. La tête d'un côté, le sexe de l'autre. C'est quand même un peu vieillot, ça, non? Non, je crois qu'on s'encombre souvent de sentimentalisme qui a rien à faire dans beaucoup d'histoires. Moi, j'ai traité des choses qui se cassaient la figure, effectivement. C'est une série d'échecs, drôles, j'espère. Mais vous réglez des comptes, non? Pas du tout. Non, on dirait de temps en temps. Hein. Oh, non, il y a des messieurs qui doivent pas être très contents, quand même. Ah, mais c'est leur affaire, ça. S'ils se reconnaissent, et j'y peux rien. Je vous ai dit, c'est la vie. Non, mais d'abord, il y a différents styles, effectivement, parce que c'était impératif de ne pas lasser. C'était des exercices de style agréables pour moi aussi. Et puis, c'est vrai que les grandes histoires d'amour, par exemple, vous êtes amoureux d'une myope, vous marchez sur ses lunettes, c'est fini. Bon, c'est vrai que ça se ramasse sur des tout petits détails, et c'est comme ça. Ça se termine par 4 points de suture. Oui, et puis, oui, c'est fini. Bon, depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que l'attitude de votre environnement masculin a changé? Est-ce que, par exemple, votre rédacteur en chef s'est mis à vous regarder d'un œil graveleux? Ah oui, nous n'avons pas précisé que Cécile Philippe est une de nos concerts, les Faire 3. Et mon rédacteur en chef est quelqu'un de très bien. Écoutez, comment on peut avoir une idée comme ça? Non, c'est pas possible. Mais effectivement, il y a des messieurs qui, quand ils prennent l'ascenseur avec moi, se collent contre le fond, comme ça. Alors, on ne sait jamais si en restant sage, on leur fait plaisir ou on les déçoit. Et quelle attitude avez-vous adoptée jusqu'à présent? Vous en changez selon les personnages? Je suis comme je suis d'habitude. Égal à vous-même? Voilà, il n'y a pas de surprise. Bien, merci Cécile Philippe. Je rappelle le titre du livre « Petites histoires horizontales », publié l'édition Le Pré au Clair. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Longchamp. Il fallait jouer les 21, 20 et 22. Cette combinaison gagnante rapporte pour 5 francs 34 703 francs et dans un ordre différent 4 266 francs. La météo pour demain, dès le matin, le temps sera doux avec des menaces d'orage sur la moitié sud du pays. Les pluies et les orages arriveront l'après-midi. Sur la moitié nord, il fera plus frais et des averses affecteront les côtes de la Manche. L'après-midi, les éclaircies prédomineront. Quant aux températures, elles seront douces et en hausse au sud. Elles seront en baisse au nord. Voilà, fin de ce journal. Dans quelques instants, ne manquez surtout pas Le Tigre du Bengale, un film de Fritz Lang, tourné en 1958. Demain à 22h15, vous retrouverez Jean-Jacques Perrot. Très bonne fin de soirée sur FR3. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Bonsoir. Une nappe de pétrole pollue une rivière de l'Essonne et menace la Seine. Des dégâts sérieux, mais la catastrophe a été évitée. Retrait israélien du Liban juin prochain, pas de précision sur la zone de sécurité. Sous le déluge portugais, le Brésilien Ayrton Senna remporte sa première victoire en Formule 1.